Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler de la loi de l'offre et de la demande. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, bon, vous savez tous que les prix fluctuent régulièrement et on a des prix comment dire, qui varient. Qui varient donc très très souvent. On n'a jamais des mêmes prix. Par exemple, à la station essence, vous avez toujours les prix qui montent, qui descendent. Que ce soit l'électricité, vous avez les prix qui montent, qui descendent. Que ce soit n'importe quoi, hein. Vous avez toujours une fluctuation de prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fluctuation de prix, par quoi elle est influencée? Tout simplement par la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu le fonctionnement de cette machine. Alors, tout d'abord, l'offre. Alors l'offre, qu'est-ce que c'est? L'offre, elle représente la disponibilité de biens ou de services répondant à une demande. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, Apple offre des iPhones, Microsoft offre des logiciels, McDonald's de la nourriture, Total du carburant, EDF de l'électricité, etc., etc. La demande, elle, donc, elle représente un besoin en particulier en biens ou services. On a besoin de carburant pour notre voiture, de vêtements pour s'habiller, d'électricité pour se chauffer, etc. Donc, pour toutes comment dire, pour tous ces biens, pour tous ces services, on a effectivement une demande régulière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre plus la demande, donc l'offre et la demande associées, ça donne le marché. Donc le marché, c'est tout simplement la rencontre justement entre l'offre et la demande. S'il existe une offre pour tel ou tel produit mais aucune demande, alors il n'y aura pas de marché. Voyons maintenant comment s'ajustent les prix en fonction de l'offre et de la demande. Alors la fluctuation des prix en fonction de l'offre et de la demande. L'offre supérieure à la demande, ça c'est l'exemple 1. Donc on va voir l'exemple 1, ça va être si on prend en considération que l'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire que le produit sur le marché, donc la pomme en l'occurrence qu'on va prendre comme exemple, est disponible en quantité supérieure que la quantité demandée. Voilà, vous avez compris. Donc prenons un marchand de pommes justement représentant ses fruits, présentant ses fruits au marché du village. Donc il a 100 kg de pommes qu'il souhaite vendre au prix de 4 euros le kilo. Alors les pommes du marchand représentent donc l'offre, on est bien d'accord. Durant la journée, 150 personnes se sont approchées de son étalage car ils souhaitaient acheter des pommes. Mais seulement 2 clients ont acheté 1 kg de pommes chacun. Donc 2 kg de pommes vendues pour les 100 kg de pommes offerts, ou du moins disponibles. Alors on est bien d'accord que là, les 150 personnes, elles représentent donc la demande. Mais par contre, elles ne représentent pas le nombre de clients, puisqu'il n'y a eu que 2 clients et 2 kilos de pommes vendus. Mais il y a 150 personnes qui sont intéressées aux pommes, donc ces 150 personnes représentent la demande. Alors le lendemain, le marchand revient sur le marché et prend en compte justement le fait que 150 personnes se sont intéressées à ces pommes, mais qu'il n'y a eu seulement que 2 clients la veille, ce qui veut dire que la demande n'est pas assez forte et les gens ne sont donc pas prêts à payer 4 euros leur kilo de pommes. Alors il décide donc de vendre ses pommes à 2,60 € le kilo. Et il écoule les 3 quarts de son stock dans la journée. Pourquoi? Parce que son prix tout simplement se situe à un niveau satisfaisant pour les gens qui acceptent de payer ce prix pour 1 kg de pommes. La faible demande l'a donc obligé à baisser ses tarifs afin d'écouler son stock de pommes. Alors là, on est bien d'accord que c'est vraiment à titre d'exemple, hein, puisque 2,60 € le kilo. Après, si on admet qu'il y a des concurrents sur le marché, tout ça, c'est évident qu'il va pas, que les concurrents sont à 2,50 € le kilo. C'est évident qu'à la base, il ne les aurait pas vendus 4 € le kilo. C'était vraiment pour illustrer l'exemple. Mais donc là, voilà, on peut imaginer qu'il arrive à écouler son stock à 2,60 € le kilo. On peut imaginer que ça veut dire que le prix de ses concurrents se situe dans la fourchette entre 2,50 € et 3 € le kilo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginons maintenant que le marchand soit le seul sur le marché à vendre des pommes et qu'il n'ait que 25 kg de pommes à vendre. On a une cinquantaine de clients qui se présentent devant son stand et qui veulent chacun 1 kg de pommes. Alors le marchand, il se rend compte que la demande présente est bien supérieure à la quantité de pommes qu'il a et qu'il peut offrir. Il décide donc d'augmenter son prix à 5 € le kilo et vend donc tout son stock pour le double du prix de d'habitude, sachant qu'il aurait certainement pu les vendre plus cher. Pourquoi? Parce que s'il arrive à écouler tout son stock en les vendant 5 € le kilo, ça veut dire que le prix, l'augmentation de son prix, le fait de doubler son prix, ça n'a pas suffi
pour réellement freiner la demande. Donc il aurait peut-être pu, voilà, 5,50 €, 6 euros, 6 € le kilo, ça serait, voilà, il aurait pu écouler son stock à ce prix-là. Donc là, c'est pas évident, effectivement, dans ce contexte-là, puisque il connaît pas forcément d'avance l'intention des, enfin le prix des, comment dire, le prix que les gens sont prêts à mettre au maximum pour acheter un kilo de pommes. Donc là, on est bien d'accord, ça n'arrive jamais qu'il y ait un seul vendeur de pommes sur un marché. Donc automatiquement, mais c'est vraiment pour illustrer que dans ce cas précis, donc quand on a une offre qui est réduite par rapport à la demande, voilà, donc le vendeur peut se permettre d'augmenter ses prix pour écouler son stock. Alors, observation, donc cet exemple montre bien l'impact de l'équilibre de l'offre et de la demande sur les prix. Alors, lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix du produit en question devra être revu à la baisse afin d'attirer la demande qui n'est pas prête pour l'instant à payer ce prix. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix du produit pourra être revu à la hausse car les gens seront prêts à payer plus cher pour l'acquérir. Donc là-dessus, on est d'accord. Alors pour aller plus loin, on va maintenant observer le rôle de l'offre et de la demande sur le prix du pétrole. Ça va être un peu plus intéressant et un petit peu plus clair, je l'espère. Alors pour faciliter l'exemple, admettons que l'entreprise Total soit le seul exploitant pétrolier au monde. Alors imaginons. Total possède un stock de 100 000 litres d'essence en continu. Quand je dis en continu, ça veut dire que la production qui approvisionne le stock chaque jour est égale à la quantité d'essence consommée dans le monde, chaque jour. Donc ce qui maintient le stock à 100 000 litres. Parce que, voilà, production qui est égale à consommation, automatiquement, on n'a pas besoin de taper dans les stocks, donc le stock reste constant. Donc production, on est bien d'accord que c'est égal à l'offre, et la consommation, c'est la demande. Hein. Donc production est égale à consommation dans le cas précis, là, et donc l'offre est égale à la demande. Alors, j'aimerais bien virer ce truc-là de virus. Hop. Alors, exemple 1. La demande augmente à offre constante. Alors, face à l'augmentation de la demande, Total se permettra d'augmenter le prix de son essence, sachant que les consommateurs sont prêts à payer plus cher le carburant car le besoin est urgent. Donc là, on en revient au même un petit peu que l'histoire des pommes. L'entreprise puisera dans les stocks pour satisfaire cette demande, donc la demande qui augmente, et augmentera donc ses tarifs progressivement jusqu'à ce que la consommation se stabilise et soit équivalente à l'offre. Donc on est bien d'accord que là, le vendeur il va décider justement d'augmenter ses prix pour justement freiner cette demande et ramener la demande à l'équilibre avec l'offre. Donc ce phénomène stoppera l'épuisement des stocks. Alors on va illustrer tout ça. Donc l'étape 1, vous voyez, donc on a les prix qui sont les prix actuels. On a une demande qui augmente très très fortement, et ce qui fait qu'on est obligé de puiser dans les stocks très très fortement. Donc les stocks diminuent massivement. Ensuite, l'étape 2, on voit que Total se décide à augmenter un petit peu ses prix. On voit la demande qui commence à fléchir automatiquement, puisque avec les prix qui augmentent automatiquement, on va avoir de moins en moins de gens qui seront prêts à payer ce prix qui augmente. Et donc les stocks commencent à diminuer, mais beaucoup moins rapidement. Et ensuite, étape 3, on voit que l'augmentation du prix a réussi à ramener l'offre à l'équilibre avec la demande. Enfin, la demande à l'équilibre avec l'offre. Donc les stocks sont stabilisés et les prix restent stables également. Alors l'exemple 2, l'offre augmente à demande constante. Donc cette fois-ci, Total découvre un nouveau gisement de pétrole qui lui permettra d'augmenter sa production et donc l'offre de carburant sur le marché. La demande n'augmentant pas, le surplus de la production fera donc gonfler les stocks, ce qui n'intéresse pas l'entreprise car son stock est déjà bien suffisant pour faire tampon en cas d'augmentation massive de la demande. Alors Total baissera donc ses prix afin de rendre le carburant plus attractif, qui incitera une consommation plus importante, et ce jusqu'à que cette dernière corresponde à la production. Ce phénomène d'équilibre stoppera donc le gonflement des stocks. Donc là, c'est on ne peut plus clair. Alors illustration, donc on voit Total découvre donc nouveau gisement de pétrole, augmentation massive de l'offre automatiquement, augmentation de la quantité de l'essence disponible à la vente. On a les stocks évidemment qui gonflent en parallèle avec l'augmentation de l'offre, puisque pour l'instant la demande est toujours pas, la demande reste constante, donc tout le surplus de la production va dans les stocks.
Et donc on a les prix actuels. L'étape numéro 2, Total décide de baisser un petit peu ses prix. Donc ce qui fait que la demande augmente un petit peu, hein, ça élargit un petit peu le... Donc ça attire de nouveaux clients qui sont prêts donc à payer ce prix puisque le prix baisse. L'offre, elle diminue, elle augmente toujours, mais elle fléchit un petit peu déjà, puisque automatiquement l'augmentation de la demande, ça commence à recouvrir un petit peu le surplus de la production d'essence, et les stocks également qui diminuent progressivement. Et l'étape 3, donc on voit bien que la baisse des prix et donc l'augmentation de la demande due à la baisse des prix a réussi à ramener l'offre à l'équilibre de la demande. Donc les stocks sont stabilisés et les prix restent donc stables. Donc les exemples précédents nous font comprendre la logique suivante. Donc voilà, à savoir, si l'offre et la demande augmentent simultanément, il est évident que l'impact sur le prix est nul. Comment dire, si vous avez par exemple un gisement de pétrole, Total qui découvre un gisement de pétrole, donc automatiquement il va y avoir de l'essence en plus du côté de l'offre, donc à mettre sur le marché. Mais que si en même temps vous avez la demande qui augmente, donc automatiquement Total n'aura pas besoin d'ajuster les prix pour réattirer cette demande afin d'équilibrer l'offre et la demande, puisque ça se fait, puisque la demande augmente d'elle-même. Donc il n'y aura pas besoin de la faire augmenter artificiellement. Et idem dans le sens inverse, c'est-à-dire si l'offre et la demande baissent simultanément, l'impact sur les prix sera également nul. Donc conclusion, alors il est inutile de vous dire que dans la réalité les choses sont bien plus compliquées car les paramètres qui influencent l'offre et la demande, surtout sur des produits comme le pétrole ou d'autres ou autres, hein. Donc les paramètres qui influencent l'offre et ou la demande sont très nombreux, mais ce mini-cours vous aura permis d'en comprendre les principes de base, en tout cas je l'espère. Alors les explications de ce cours sont bien évidemment valables sur les marchés boursiers, sont on ne peut plus valables sur les marchés boursiers, parce que les marchés boursiers, il faut bien comprendre que c'est vraiment, je crois que j'en avais parlé dans une de mes vidéos, l'offre et la demande c'est la base des marchés boursiers, hein. Comment dire, les marchés boursiers, le prix, les marchés boursiers déjà c'est des prix qui fluctuent, mais les prix qui fluctuent sur les marchés boursiers c'est simplement et purement le résultat le combat entre l'offre et la demande, hein. Donc le principe est le même. Si l'on prend le titre Apple comme exemple, les acheteurs du titre représentent la demande et les vendeurs représentent l'offre. Donc là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors il est donc important de retenir que plus l'écart entre l'offre et la demande se creuse, plus l'écart de prix sera élevé. Les décalages rapides de prix sur les cours boursiers reflètent parfaitement les périodes d'écart entre l'offre et la demande. Donc là, en fond d'écran, en fond du... Alors je vais remettre la souris. Vous avez ici le cours du titre Facebook. Donc vous voyez ici, donc par exemple vous avez ici, alors vous avez des prix qui fluctuent, mais on est plutôt dans des prix qui restent dans un range, vous voyez. Et là on a une chute à partir d'ici de la demande, ce qui veut dire que une chute de la demande, une chute de la demande ou une augmentation de l'offre. Donc c'est toujours pareil. Après c'est soit d'un côté, soit de l'autre, hein. C'est-à-dire soit c'est l'offre qui augmente quand les prix baissent comme ça, soit c'est l'offre qui augmente, soit c'est la demande qui diminue. Mais ça, vous l'avez déjà compris avec les exemples précédents. Donc là, on voit qu'à partir d'ici, on a un énorme décalage de prix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écart entre l'offre et la demande devient très conséquent, et ce qui fait que les prix se mettent à chuter. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de vendeurs, donc beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'offres que de demandes. Voilà. Donc je pense que là, c'est clair, j'ai rien d'autre à ajouter à ce niveau-là. Et donc c'est fini. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que ce mini-cours vous aura permis de comprendre la fameuse mécanique de l'offre et de la demande. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un beau pouce bleu, donc à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager non plus, ça peut être intéressant pour les gens de votre entourage de comprendre un petit peu ce mécanisme de l'offre et de la demande. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, bye bye.